Un vote décisif. On ne sait toujours pas ce que va faire Marine Le Pen, ce que va faire le Rassemblement national, qui laisse planer le doute comme ça depuis des jours et des jours. Oui, on voit bien que depuis le réquisitoire du parquet sur son affaire des assistants parlementaires, Marine Le Pen a changé de stratégie. Et désormais, elle menace de censurer le gouvernement Barnier pour différentes raisons. La première, c'est que dans les enquêtes d'opinion, le gouvernement Barnier devient plus impopulaire qu'il ne l'était au moment de sa nomination. Il faut rappeler, lorsqu'il a été nommé, il rassemblait le soutien entre 40 et 55% des Français. Maintenant, c'est plutôt 35. Donc il y a une baisse de soutien envers le gouvernement Barnier. Le deuxième point, c'est que lorsque vous posez la question aux Français dans les différentes enquêtes d'opinion, est-ce qu'il faut censurer ou pas le gouvernement Barnier, désormais, il y a une majorité de Français qui veulent censurer le gouvernement Barnier, avec notamment... Justement, on va voir ce sondage IFOP qui est sorti, qui montre que 53% des Français voilà, sont pour la censure du gouvernement Barnier. Ce qui a changé, c'est qu'on est passé de 35 à 53, parce qu'il y a une hausse des sympathisants au Rassemblement national qui souhaitent la censure. Donc Marine Le Pen, qui a un certain nombre de députés, maintenant font le retour en circonscription et disent que le budget présenté par Barnier, en tout cas, ne leur convient pas et qu'il faut davantage s'opposer au gouvernement. C'est ça à peu près les différents écosystèmes, les différents points qui s'ajoutent au cas de Marine Le Pen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire, elle, personnellement? Il y a différents débats qui sont posés. Est-ce qu'il faut, pour elle, avoir un intérêt de censurer Barnier pour provoquer ce qu'on appelle une crise institutionnelle? Parce que si Barnier tombe, il ne reste plus que deux solutions. Soit Macron nomme un nouveau Premier ministre, qui soit de gauche ou qui soit de droite, enfin, en termes de sensibilité, soit il nomme un gouvernement technique. L'hypothèse d'un gouvernement technique entraînerait automatiquement soit une nouvelle élection présidentielle anticipée aux alentours de septembre prochain, soit une élection législative anticipée, parce que le président de la République n'aura d'autre choix que de dissoudre. Mais le souci, à ce moment-là, pas avant le printemps prochain, pas avant, oui, c'est ça, l'automne prochain, au moment d'un nouveau débat budgétaire. Mais à ce moment-là, il y a quand même un sujet qui se pose. Est-ce que Marine Le Pen a vraiment intérêt à le faire, dans la mesure où elle ne sait pas si elle sera inéligible ou pas, parce que le 31 mars prochain, on aura le jugement final sur son affaire d'assistant parlementaire et elle peut avoir une peine d'éligibilité assortie d'une mesure exécutoire qui l'empêcherait d'une part de se présenter à une éventuelle élection présidentielle et également se présenter à une nouvelle élection législative si par cas elle devait se représenter à son poste de député du Nord-Pas-de-Calais. Le Parlement est ingouvernable, on a 3 blocs et même avec une tentative de compromis avec Michel Barnier, c'est voué à l'échec? De toute façon, on sait depuis le résultat des élections législatives qu'on est en situation difficile parce qu'il n'y a aucun bloc qui est majoritaire et à chaque fois qu'un bloc se présente, les deux blocs en face s'opposent face à lui. Dans l'hypothèse d'un gouvernement NFP, les dirigeants de EPR, de droite républicaine et du Rassemblement national avaient dit automatiquement, avant même que Lucie Castet pose les plaies à Matignon, on censure automatiquement. Le Rassemblement national n'est pas en capacité de gouverner, d'une part parce que le résultat des élections législatives montre très clairement que les Français s'étaient exprimés contre une arrivée au pouvoir de Jordan Bardella, et on a eu l'hypothèse du petit dénominateur commun, qui est Michel Barnier, qui avait au départ certes une bienveillance, ou en tout cas une neutralité de Marine Le Pen. À partir de ce moment-là, quelles sont les différentes hypothèses possibles? Admettons qu'on pousse à la démission du président de la République. De toute façon, le président de la République démissionne. Les différents articles de la Constitution précisent très bien qu'on ne peut pas dissoudre un an après les élections législatives. Ça veut dire qu'on pourrait dissoudre au plus tôt le 9 juillet 2025. Mais seulement le Conseil constitutionnel refusera l'organisation d'élections pendant l'été 2025, considérant que ce n'est pas juste et ce n'est pas équitable d'organiser une élection pendant l'été. Donc au plus tôt, ce sera fait en septembre 2025. Donc, même si par cas le président de la République démissionnait la semaine prochaine, on serait dans une situation qui serait toujours bloquée dans la mesure où le nouveau président de la République aurait la même configuration à l'Assemblée nationale. La seule possibilité que je vois, moi, à ce stade, c'est soit Barnier reste jusqu'à l'automne prochain et éventuellement à ce moment-là, les différents groupes d'opposition, NFP et Rassemblement national, poussent à une censure de Barnier pour le faire tomber en vue de provoquer une nouvelle dissolution, éventuellement de faire chuter le président de la République, donc Emmanuel Macron, soit ils le font tomber dès maintenant, et les seules hypothèses qui sont possibles, c'est que soit on remplace Barnier par quelqu'un qui a à peu près de la même tendance, ou peut-être un peu plus tendance social-démocrate comme Bernard Cazeneuve, mais ça ne changerait pas en termes de configuration politique parce que le PS reste arrimé au NFP, soit ce serait l'hypothèse d'un gouvernement technique qui soit dirigé par Barnier, Cazeneuve ou le président du CESE ou quelqu'un d'autre comme ça. Mais dans ce cas-là, on irait, quoi qu'il arrive, vers une élection l'année prochaine. Le seul point que je vois, moi, qui limite tout ça, c'est l'incertitude qui est posée et qui repose sur les mains d'une seule personne, c'est qu'est-ce que veut faire véritablement Marine Le Pen. Or, si on regarde l'historique de la dernière mandature, Marine Le Pen n'est pas quelqu'un de fiable. Avant la loi immigration qui a été présentée en décembre dernier, elle avait dit très clairement qu'elle voterait contre la loi immigration. Ceci a été ajouté à quelques mesures de Bruno Retailleau en commission mixte paritaire, et finalement elle a dit qu'elle voterait la loi immigration. Donc au final, elle peut dire aujourd'hui qu'elle votera contre le PLFSS, et demain, si par cas Barnier va plus loin sur la ME ou prend 2-3 mesures sur quelques mesures spécifiques, elle peut changer d'avis, ou même ça peut être juste un coup de pression pour obtenir quelque chose davantage comme une proportionnelle ou d'autres points qui sont hors budget. Le Parlement agir.
Nous, ce qu'on entend à peu près, c'est que pour l'instant, Emmanuel Macron, suite à sa défaite aux élections législatives, s'est inspiré plutôt du règne de François Mitterrand entre 86 et 88 et entre 93 et 95 en termes de positionnement. C'est-à-dire que ce qu'il souhaite faire apparemment, c'est laisser les affaires courantes et les affaires nationales à Michel Barnier et se concentrer soit sur les grands projets comme ce qu'on a vu sur Notre-Dame, soit sur la politique étrangère. C'est plutôt ça sur lequel il souhaite faire. Mais entre ce qu'il souhaite faire théoriquement et ce qu'il va faire concrètement, il y a une frontière, il y a une limite. Le sujet pour Emmanuel Macron est double. C'est-à-dire qu'on a posé la question de la légitimité du président de la République. Le président de la République, comme ça a été rappelé, est légitime en termes de position. La difficulté, c'est que sa légitimité d'action est très limitée parce qu'il a reçu beaucoup de revers. Le premier revers date des élections législatives 2022, auquel le résultat était très clair. On a choisi Emmanuel Macron parce que les Français ne voulaient être représentés ni par Mélenchon ni par Le Pen. Par contre, l'adhésion au programme d'Emmanuel Macron était très faible, comme l'a montré le résultat des élections législatives, confirmé par les élections législatives de 2024. Donc à ce moment-là, il a à peu près plusieurs solutions. La première, c'est de laisser gouverner Barnier, soutenir Barnier, parce que tant que Barnier est là, le débat sera entre Michel Barnier et l'Assemblée nationale. Donc la question de la responsabilité et de laisser peut-être plus une instabilité au Parlement pendant plusieurs mois. Si par cas Barnier tombe, dans ce cas-là, ce sera son propre responsabilité qui sera posée. En fait, l'enjeu pour les différentes institutions, donc que ce soit l'Élysée, Matignon et l'ensemble du gouvernement et l'Assemblée, c'est de savoir qui les Français vont juger responsable du blocage dans les prochaines semaines. Est-ce que le responsable du blocage sera Michel Barnier parce qu'il n'a pas écouté le Rassemblement national, parce qu'il n'a pas écouté le NFP, parce qu'il n'a pas écouté Mélenchon, il n'a pas écouté Cazeneuve, Lucie Castet ou les propres dirigeants de sa propre majorité? Est-ce que les responsables du blocage seront le NFP ou le Rassemblement national, auquel les Français vont dire « Regardez, vous agissez pas dans les intérêts du pays, mais uniquement dans vos intérêts partisans en vue d'avoir le poste vous-même ou en vue de faire tomber Emmanuel Macron ?» Ou est-ce que les Français considèrent actuellement que le responsable du blocage, c'est Emmanuel Macron? Et c'est là où je peux comprendre un peu l'ancien député qui est intervenu, c'est qu'actuellement, les enquêtes d'opinion sont très claires. Aujourd'hui, celui qui est jugé responsable du blocage et celui qui est jugé responsable de la situation politique, ce n'est ni Barnier, ce n'est ni Le Pen, c'est ni Mélenchon, c'est Emmanuel Macron qui a perdu des points dans les enquêtes d'opinion depuis la dissolution parce que les Français, aujourd'hui, ne comprennent toujours pas pourquoi est-ce qu'il a dissous. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec une majorité parlementaire qui est encore plus restreinte que celle de 2022 et qu'ensuite, il a joué, je pense, et c'est ça que les Français lui reprochent, il a joué le rôle à la fois de gardien des institutions au moment des consultations, mais également celui de joueur en poussant pour l'avantage de Barnier. L'option qu'il aurait dû faire était très simple, c'était de dire, il savait que Lucie Castet allait être censurée, il aurait dû dire, je propose à Lucie Castet d'avoir Matignon à la condition qu'elle se soumette à un vote de confiance. Dans ce cas-là, le vote aurait été très clair, l'ensemble des groupes auraient censuré Lucie Castet, mais au moins il aurait pu dire le NFP n'est pas en situation de gouverner, donc j'appelle la deuxième force politique, comme ce qui s'est passé en Espagne lors des dernières élections législatives. Il faut rappeler que la droite était arrivée en tête, la droite n'était pas en capacité de gouverner, donc c'était le Bruno Sanchez qui est revenu. Et à ce moment-là, il aurait dit, comme le plus petit dominateur commun est Michel Barnier, j'appelle Michel Barnier à Matignon, et il aurait renforcé la légitimité de Barnier, ce qu'il n'a pas actuellement. Il y a deux réalités, il y a une réalité politique et juridique, et une réalité économique et financière. D'un point de vue juridique, et Madame va l'expliquer mieux que moi, c'est qu'il y a différents cas de scénarios si par cas le budget n'est pas voté. Dans l'hypothèse où on arrive au terme du débat parlementaire, donc de 70 jours, le gouvernement est en capacité de prendre ce qu'on appelle des lois d'ordonnance pour faire son propre budget. À ce moment-là, Michel Barnier pourrait prendre un budget, faire adopter un budget du coup par ordonnance qui reprendrait les termes, qui n'a pas été voté par l'Assemblée et par le Sénat, mais qui reprendrait les termes de ce qu'il a proposé aux parlementaires. C'est une hypothèse qu'il a exclue lui-même, du genre que ce n'est pas forcément très démocratique de faire adopter un budget sans le consentement des représentants du peuple. L'autre possibilité, si par cas le budget est rejeté à la fois par l'Assemblée et par le Sénat, c'est de prendre ce qu'on appelle une loi spéciale qui permet de recouvrer les impôts et qui permet de faire continuer l'État sur à peu près le budget qui est similaire à celui d'un budget 2024. Dans ce cas-là, Michel Barnier pourrait continuer à peu près ce qui a été fonctionné, mais la difficulté, c'est qu'on y arrive, c'est la réalité économique et financière. Parce que si par cas on fait adopter un budget, ce budget, quoi qu'il arrive, sera en déficit. Or, le déficit sera compris entre 5 et 7% du PIB. Qu'est-ce que ça représente? C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble de l'État et des services de l'État retrouvent entre 150 et 180 milliards d'euros pour non pas financer, mais financer le déficit, c'est-à-dire l'écart entre les recettes et les dépenses. Or, pour financer ces 180 milliards d'euros plus le renouvellement et l'échéance des dettes qui arrivent à terme, qu'on estime à peu près à un niveau similaire. Donc il faut trouver entre 300 et 400 milliards d'euros chaque année pour l'État. Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que Michel Barnier, si par cas il est toujours Premier ministre, appelle les services de la direction du Trésor pour dire on a besoin de trouver X milliards d'euros, à peu près 300-400.
les services de la direction du Trésor placent ce qu'on appelle l'obligation du Trésor sur les marchés en disant voilà, je vous propose de prendre, vous investisseurs étrangers ou vous investisseurs français, 300 milliards d'euros à 2%. Les gens vont se dire je préfère mettre les 300 milliards d'euros sur la dette allemande, sur la dette américaine ou sur autre chose. Bon, ça ne marche pas. Vous proposez à 2,5 de taux d'intérêt. Ça ne marche toujours pas. Vous proposez à 3 points, à 4 points, à 5 points. Et c'est ce qui s'est passé en Grèce. C'est pour ça que le gouvernement parle d'un scénario à la grecque, qu'on juge probable ou pas. Moi, je juge qu'il est improbable, mais qui peut potentiellement arriver. C'est qu'en fait, vous arrivez sur un scénario où c'est ce qui s'est passé en Grèce. Les dirigeants grecs proposaient la dette à 3%, personne n'en voulait. À 4%, personne n'en voulait. Et ils sont arrivés jusqu'à, dans les derniers jours de la crise de la dette souveraine, 18 à 20% de taux d'intérêt. Si par cas la France payait 20% de taux d'intérêt sur sa dette, il faudrait trouver non pas 60 milliards comme le proposerait Barnier, mais plutôt 500 à 600 milliards, ce qui évidemment est impossible parce que ce serait supérieur au budget de l'État. Et on arrive sur la dernière réalité, c'est à ce moment-là que Barnier tient à peu près Marine Le Pen. Bon. C'est que Marine Le Pen, on va écouter la réaction de Marianne Cohendet veut s'exprimer aussi. Certes est élue, mais elle a une difficulté, c'est qu'elle ne veut pas être responsable du chaos. Et ce que joue Michel Barnier, c'est de dire si par cas vous faites tomber le gouvernement, on arrive sur une situation de crise politique et de crise économique que les marchés peuvent enflammer, et à ce moment-là, vous serez responsable de ça. Donc il faudrait que vous expliquiez à vos électeurs pourquoi est-ce que vous avez provoqué cette situation.